Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, nous étudions les autonombres, définis par le mathématicien indien Dattatreya Ramchandra Kaprekar. Le terme anglais pour autonombre est bien sûr self-number. On commence par définir la notion de digitaddition. En anglais, le terme digit signifie chiffre. Une digitaddition d'un nombre entier consiste à ajouter à ce nombre entier la somme de tous ses chiffres. Bien sûr, un même entier s'écrit différemment suivant la base de numération utilisée. Le résultat de la digitaddition dépend donc de la base utilisée. On le notera S indice B de n. Voici quelques exemples. La digitaddition de 36 en base 10 donne 36 plus 3 plus 6, c'est-à-dire 45. Pour obtenir le résultat de la digitaddition de 36 en base 7, la première étape est d'écrire 36 en base 7. Les chiffres étant 5 et 1, on ajoute leur somme à 36. Le résultat est 6, 0 en base 7, qui est égal à 42. En ce qui concerne les programmes Python, j'ai choisi de ne pas les présenter dans la vidéo, qui risque déjà d'être bien assez longue comme ça. Vous pouvez récupérer le fichier nommé selfnumbers.py en suivant le lien dans la description de la vidéo. Nous pouvons maintenant définir ce qu'est un autonombre. Considérons une base de numération petit b supérieure ou égale à 2 et n un entier naturel. On dit que n est un autonombre en base b lorsque n n'est le résultat d'aucune digitaddition en base b. Voici quelques exemples. Dans n'importe quelle base, la digitaddition de 0 donne 0, donc 0 n'est jamais un autonombre. La digitaddition de 25 en base 10 donne 32, donc 32 n'est pas un autonombre en base 10. Si on effectue la digitaddition en base 10 de 1, 2, 3, etc., on ne trouve jamais 20, donc 20 est un autonombre en base 10. Voici un autre exemple. La digitaddition de 36 en base 7 donne 42, donc 42 n'est pas un autonombre en base 7. Par contre, 35 est un autonombre en base 7. Dans le fichier selfnumbers.py, vous trouverez le programme test Kaprekar qui permet de déterminer si un nombre est un autonombre dans une base donnée. J'explique un peu plus loin le fonctionnement de ce programme, mais vous pouvez déjà l'utiliser en suivant ces exemples qui reprennent ceux que l'on vient de donner. Nous passons au calcul du suivant. J'entends par là essayer de trouver le résultat de la digitaddition de n plus 1 en base b quand on connaît celui de n en base b. Voici d'abord quelques exemples. Le résultat de la digitaddition de 35 en base 10 est égal à 35 plus 3 plus 5, c'est-à-dire égal à 43. Le résultat de la digitaddition de 36 en base 10 est égal à 36 plus 3 plus 6, c'est-à-dire égal à 45, qui est donc égal au résultat de la digitaddition de 35, augmenté de 2. Ceci est le cas le plus fréquent, mais il y a d'autres cas. Voyons l'exemple de la digitaddition de 1299 en base 10, qui donne 1299 plus 1 plus 2 plus 9 plus 9, c'est-à-dire 1320. Maintenant, la digitaddition de 1300 en base 10 donne 1300 plus 1 plus 3 plus 0 plus 0, c'est-à-dire 1304, qui est donc égal au résultat de la digitaddition de 1299 diminué de 16. Nous allons maintenant donner la formule générale. On considère une base de numération b supérieure ou égale à 2 et p un entier naturel. On considère son écriture en base b. Elle est formée de chiffres a indice k, etc. jusqu'à a indice 0, chacun représentant un nombre compris entre 0 et b-1. Je n'impose pas ici que a indice k soit non nul. Le résultat de la digitaddition de p en base b est égal à p plus la somme pour i variant de 0 à k des a indice i. Considérons alors L l'entier naturel défini de la façon suivante. Si le chiffre des unités de p est différent de b-1, on pose L égale à 0. Dans le cas contraire, L représente la longueur de la plus longue séquence de chiffres égaux à b-1 comptée à partir des unités. Le calcul de p plus 1 s'obtient alors de la façon suivante. À cause de la retenue, tous les chiffres égaux à b-1 à partir du chiffre des unités passent à 0, et le chiffre juste à gauche de la séquence des b-1 est augmenté de 1. Le résultat de la digitaddition de p plus 1 en base b est donc égal à p plus 1 plus la somme pour i variant de L à k des a indice i plus 1, que l'on peut réécrire sous la forme p plus 2 plus la somme pour i variant de 0 à k des a indice i moins L fois b-1, c'est-à-dire égal au résultat de la digitaddition de p en base b plus 2 moins L fois b-1. Voici maintenant un petit résultat concernant le terme L fois b-1 qui apparaît dans la formule précédente. B étant un entier supérieur ou égal à 2
et L un entier naturel, alors L fois B-1 est strictement inférieur à B exposant L. Je ne rédige pas la démonstration, elle peut se faire sans problème avec une récurrence sur L. Nous sommes parés pour donner le théorème de Joshi, qui s'énonce: les autonombres en base impaire sont tous les entiers impairs. On peut le reformuler en disant que si la base de numération B est impaire, un entier n n'est pas un autonombre si et seulement si n est pair. En voici la démonstration. Considérons n un entier naturel qui ne soit pas un autonombre en base B. Ceci signifie qu'il existe un entier naturel P tel que n soit le résultat de la digitaddition de P en base B. Considérons l'écriture de P en base B. Elle est formée des chiffres à indice k jusqu'à à indice 0. Ceci signifie que P est égal à la somme pour i variant de 0 à k des a indice i fois B exposant i. Mais la somme des chiffres de P en base B est égale à la somme pour i variant de 0 à k des a indice i. Ainsi, n est égal à la somme pour i variant de 0 à k des a indice i facteur de 1 plus B exposant i. Mais B étant impair, tous les termes 1 plus B exposant i sont pairs. Donc n est un entier pair. Réciproquement, nous allons montrer que les entiers pairs ne sont pas des autonombres. Bien sûr, toujours dans le cas où la base B est impaire. Nous procédons par récurrence en posant l'hypothèse de récurrence au rang n. Il existe un entier naturel P tel que 2n soit le résultat de la digitaddition de P en base B. L'initialisation ne pose pas de problème, puisque la digitaddition de 0 donne 0 et la digitaddition de 1 donne 2, donc l'hypothèse de récurrence est vraie au rang 0 et au rang 1. Nous montrons l'hérédité. Pour cela, nous fixons un entier naturel n, et nous supposons l'hypothèse de récurrence vraie du rang 0 jusqu'au rang n, et nous la montrons au rang n plus 1. Grâce à l'hypothèse de récurrence, 2n n'est pas un autonombre en base B, c'est-à-dire qu'il existe un entier naturel P tel que 2n soit le résultat de la digitaddition de P en base B. On considère alors l'écriture en base B de P. Et comme dans le calcul du suivant, on considère L le nombre de chiffres consécutifs égaux à B-1 qui termine l'écriture de P. Nous avons vu que le résultat de la digitaddition de P plus 1 en base B est égal à celui de P plus 2 moins L fois B-1. Mais comme B est impair, le nombre L fois B-1 est pair. Et nous savons grâce au lemme qu'il est inférieur à B exposant L. Il est donc aussi inférieur ou égal à 2n. Nous pouvons lui appliquer à lui aussi l'hypothèse de récurrence. Il existe donc un entier Q tel que L fois B-1 soit le résultat de la digitaddition de Q en base B. Mais Q est inférieur ou égal à L fois B-1, lui-même strictement inférieur à B exposant L. Q peut donc s'écrire en base B avec au plus L chiffres, noté C indice L-1 jusqu'à C indice 0. Et on peut remplacer tous les zéros à la fin de l'écriture de P plus 1 par les chiffres de Q pour obtenir le nombre P plus 1 plus Q. Et on obtient alors que la digitaddition de P plus 1 plus Q donne 2n plus 2, ce qui termine la preuve de la récurrence et il n'y a plus qu'à conclure. Le théorème de Joshi est ainsi démontré. Nous allons avoir besoin de la somme répétée des chiffres. On considère B une base de numération supérieure ou égale à 2, n un entier naturel. On définit une suite U en posant U indice 0 égale à n, et pour tout entier k, U indice k plus 1 est égal à la somme des chiffres en base B de U indice k. U est une suite décroissante d'entiers naturels. Elle est donc stationnaire, et on note SRC indice B de n, la limite de cette suite. Nous savons déjà que modulo B-1, n est congru à la somme de ces chiffres en base B. Et donc par récurrence, modulo B-1, n est congru à la somme répétée de ces chiffres en base B. Nous pouvons aussi remarquer qu'à l'exception de 0, dont la somme répétée des chiffres est nulle, que les entiers naturels ont une somme répétée comprise entre 1 et B-1. Nous déterminons maintenant le nombre de chiffres d'un nombre dans une base donnée. Soit B un entier supérieur ou égal à 2, n un entier naturel non nul. Considérons son écriture en base B. Cette fois-ci, on suppose que le chiffre le plus à gauche, a indice k, est non nul. Ainsi, n a k plus un chiffre en base B. Et nous pouvons écrire que B exposant k est inférieur ou égal à n, lui-même strictement inférieur à B exposant k plus 1. En utilisant la fonction logarithme népérien, qui est strictement croissante, puis en divisant par le logarithme népérien de B, qui est strictement positif, on obtient les inégalités k inférieur ou égal à logarithme népérien de n, divisé par logarithme népérien de B, lui-même strictement inférieur à k plus 1. On en déduit que k est égal à la partie entière de logarithme népérien de n divisé par logarithme népérien de b. Et donc le nombre de chiffres de n en base b est égal à 1 plus la partie entière de
logarithme népérien de n divisé par logarithme népérien de b. Nous pouvons maintenant établir le test de cas précart qui permet de reconnaître les autonombres. Comme nous connaissons les autonombres en base impaire, on se contente ici de traiter le cas des bases paires, mais on peut aussi l'adapter pour les bases impaires. Soit n un entier naturel non nul, soit p le nombre de chiffres de n en base b, et nous supposons qu'il existe un entier m, tel que n soit le résultat de la digitaddition de m en base b. N est donc égal à m plus la somme des chiffres de m en base b. Mais m et la somme de ces chiffres sont tous les deux congrus modulo b-1 à la somme répétée de ces chiffres. Ainsi, la somme répétée des chiffres de n en base b est congrue modulo b-1 à 2 fois la somme des chiffres de m en base b. Si la somme répétée des chiffres de n en base b est paire, on pose petit d égale à la moitié de cette somme répétée. Si par contre cette somme répétée des chiffres de n est impaire, en lui ajoutant b-1, on obtient un nombre pair, mais qui ne change pas la congruence. On peut alors poser d égale à la moitié de ce nombre. Ainsi, m est nécessairement congru à n-d modulo b-1. Réciproquement, pour savoir si un tel m existe, il suffit d'essayer les valeurs n-d, n-d moins b-1, n-d moins 2 fois b-1, etc. jusqu'à n-d moins p fois b-1. Et ce n'est pas la peine d'aller plus loin, car si l'on retranche plus de p fois le nombre b-1 à n, le nombre m obtenu sera trop petit pour que sa digitaddition redonne n. Si la digitaddition de l'un de ces nombres donne n, c'est que n n'est pas un autonombre. Mais dans le cas contraire, n est un autonombre. Nous continuons en définissant les séquences de cas précaires. On se donne b un entier supérieur ou égal à 2 qui nous sert comme base de numération. Et on considère n un entier naturel. La suite de cas précaires de n en base b est la suite u définie par u indice 0 égale à n et par la relation de récurrence u indice k plus 1 égale au résultat de la digitaddition en base b de u indice k. Voici quelques exemples, en décimales pour commencer. En partant de 1, sa digitaddition donne 1 plus 1 égale 2. La digitaddition de 2 donne 2 plus 2 égale 4. La digitaddition de 4 donne 4 plus 4 égale 8. La digitaddition de 8 donne 8 plus 8 égale 16. La digitaddition de 16 donne 16 plus 1 plus 6 égale à 23. La digitaddition de 23 donne 23 plus 2 plus 3 égale à 28, etc. On peut démarrer la séquence avec le nombre que l'on souhaite. Toujours en décimale, voici ce que l'on obtient en commençant avec n égale 3. Et voici un dernier exemple, mais cette fois-ci en hexadécimal, c'est-à-dire en base 16. La digitaddition de 1 donne 1 plus 1 égale 2. La digitaddition de 2 donne 2 plus 2 égale 4. La digitaddition de 4 donne 4 plus 4 égale 8. La digitaddition de 8 donne 8 plus 8 égale 16. Mais attention, 16 s'écrit 1, 0 en hexadécimal. La digitaddition de 16 donne 16 plus 1 plus 0 égale à 17, qui s'écrit 1, 1 en hexadécimal. La digitaddition de 17 donne 17 plus 1 plus 1 égale à 19, qui s'écrit 1, 3 en hexadécimal, etc. Ce qu'il peut être intéressant de regarder avec les séquences de cas précaires, ce sont les jointures. On se donne une base de numération b et deux entiers naturels n et m. On considère les suites de cas précaires de n et de m en base b. Lorsque ces deux suites possèdent un terme en commun, le plus petit de ces éléments communs s'appelle le point de jonction de n et de m en base b. Voyons quelques exemples en décimale. On commence par la séquence de cas précaires de 1. Le premier entier qui n'apparaît pas dans cette séquence est 3, ce qui au passage signifie que 3 est un autonombre en base 10. On écrit donc la séquence de 3. Ayant écrit assez peu de termes, il est a priori possible que cette séquence rejoigne plus loin la séquence de 1, mais il n'en est rien. Je vous donne juste après les exemples un moyen de reconnaître qu'il y a une jointure entre deux séquences sans être obligé de calculer une tonne de termes. Le premier entier suivant qui n'apparaît pas dans cette séquence est 5. 5 est aussi un autonombre en base 10. On écrit la séquence de cas précaires de 5. Elle ne semble pas rejoindre les séquences précédentes. Pourtant, en poussant les calculs plus loin, on s'aperçoit que la séquence de 5 rejoint la séquence de 1, au point de jonction égal à 620. Un peu trop grand pour que ça loge sur la page. L'entier suivant qui n'apparaît pas est 7. Voici sa séquence. Son point de jonction avec la séquence de 1 est 107. L'entier suivant qui n'apparaît pas est 9. Voici sa séquence. En continuant les calculs, on ne trouve pas de point de jonction avec les séquences précédentes. Et effectivement, il n'y en a pas. Voici quelques autres séquences qui rejoignent la séquence de 1.
Notons que la séquence de 187 rejoint d'abord la séquence de 110 avant de rejoindre la séquence de 1. Et voici une autre séquence qui rejoint la séquence de 3. Je vous donne enfin une condition de jointure. Déjà, il n'y a aucune jointure entre 0 et un entier non nul. Et dans une base B donnée, avec n et m deux entiers non nuls, on définit C indice B de n, l'ensemble de sommes répétées de deux exposants P fois n, lorsque P est un entier variant de 0 à B-1. On définit le même ensemble pour l'entier M. Et n et m se rejoignent si et seulement si ces deux ensembles ont un point en commun. En réalité, je ne suis sûr que de la première implication. J'espère que la réciproque est vraie. Je n'ai pas trouvé de contre-exemple et je n'ai pas non plus réussi à le démontrer. C'est pour cela que je me contente d'appeler cet énoncé une conjecture. Initialement, j'avais trouvé une autre condition. En notant B indice 2 le plus grand diviseur impair de B-1, si les deux entiers n et m se rejoignent, alors le PGCD de n et de B2 est égal au PGCD de m et de B2. J'ai bien cru que la réciproque était aussi valable. Malheureusement, ce n'est pas le cas en base 16. On pourrait donc essayer de déterminer les bases pour lesquelles la réciproque est vraie. Mais je suis sûr que si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous allez avoir envie de résoudre ce problème par vous-même. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.